Eh bien, bonjour à nouveau à tous. Merci d'assister à cette conférence particulière, la première, je crois, à ma connaissance, organisée sur la loi pour l'accélération, je ne me souviens plus. L'accélération et la simplification publique. L'accélération et la simplification de l'action publique. Je suis très heureux d'être assisté aujourd'hui dans cette conférence par Maître Nicolas Charel qui va tout nous expliquer sur le pourquoi, le comment. Que faut-il retenir de cette loi ASAP qui a été validée, je vous le rappelle, jeudi. On attendait tous, jeudi soir à 17h, derrière nos écrans, la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons donc demandé à Maître Nicolas Charel, que je remercie de se livrer à cet exercice avec nous, Maître Nicolas Charel, qui nous suit régulièrement, qui nous soutient, qui agit comme un véritable partenaire d'achatpublic.info, qui est venu nous expliquer, fort de son expérience, notamment en matière de marché public. Et puis, il est, je tiens à le rappeler, l'auteur du code de la commande publique à noter et commenter aux éditions du Moniteur, qui est sur la table de tout bon acheteur public qui se respecte. Pour ce premier décryptage, on va dire, de la loi ASAP, j'ai voulu d'abord vous interroger, Maître, sur l'esprit général de la loi ASAP et peut-être aussi la décision du Conseil constitutionnel. Elle a suscité, je crois, autant d'inquiétude que d'emballement de la part des acheteurs publics, entre ceux qui y voient un formidable levier pour agir vite, pour relancer la commande publique, et ceux qui redoutent certains effets comme une plus forte complexité et un risque, disons-le clairement, de faciliter un retour exagéré au gré à gré, donc sous-entendu une certaine forme de favoritisme. Alors vous, Maître, qu'en pensez-vous? Est-ce que la loi ASAP va trop loin? Est-ce que vous attendiez à cette décision du Conseil constitutionnel, puisque toutes les dispositions commande publique ont été validées ce jeudi? Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine pour faciliter, pour assouplir le code? Qu'en pensez-vous? Première vision globale donc de la loi ASAP. Tout d'abord, merci de votre invitation, Monsieur Johannes, et puis félicitations à tous les lauréats des trophées de la commande publique. Que nous allons découvrir tout à l'heure. Que nous découvrirons, donc déjà, j'ai quelques idées. Donc, concernant cette loi ASAP, effectivement, le Conseil constitutionnel a procédé à sa validation globale. C'est une loi étape qui est importante, donc, pour consacrer des mesures qui avaient un caractère exceptionnel, pour faire face à une situation exceptionnelle, et également pour essayer de se projeter dans la mise en œuvre des dispositifs de relance et de réponse relativement rapide qu'on considère comme agile à un phénomène de crise sanitaire, économique, sociale probablement. Et donc c'est une loi qui est importante parce qu'elle permet de basculer sur peut-être un assouplissement d'un certain nombre de règles, assouplissement qui peut être nécessaire pour les acteurs de la commande publique dans ce contexte. Mais vous auriez parié sur, parce que personnellement moi je pensais que le seuil, alors je ne sais pas si c'est un seuil ou un critère de l'intérêt général pour faire du gré à gré, je me disais le Conseil constitutionnel, ne va pas laisser passer ça. Vous auriez parié sur cette solution? Non, je n'aurais pas parié sur cette solution. Beaucoup d'ailleurs pensaient que l'écriture de la loi, en tant qu'elle ouvre de manière assez importante l'exception de mise en concurrence pour des motifs d'intérêt général, dans la mesure où c'est pas suffisamment encadré par la loi et que c'est renvoyé au décret, très probablement effectivement, on pensait que le Conseil constitutionnel ne validerait pas. Et finalement, il le valide, ce dispositif, parce que finalement, il renvoie assez sagement, c'est normal, ce sont les sages, vers la responsabilité de l'acheteur public qui doit définir les conditions et les circonstances qui lui sont propres, dans lesquelles il pourra déroger. Ça va être encadré très probablement par donc un décret en Conseil d'État, par les explications qui pourront être données par la direction des affaires juridiques de Bercy, et il appartiendra à chaque acheteur de prendre la responsabilité. Finalement, est-ce qu'on n'est pas face à ce tournant concernant la critique qui est toujours formulée vis-à-vis du pouvoir législatif, vis-à-vis du législateur d'une manière générale? On a tendance à trop réglementer. Pour une fois, on dit ça sera à l'acheteur de définir les conditions et les circonstances d'intérêt général qui permettent de déroger, dans certains cas, aux obligations de mise en concurrence. Alors allons-y, faisons le pari que chaque acheteur prenne la responsabilité de définir les cas dans lesquels il pourra éventuellement déroger aux obligations de mise en concurrence. C'est très clairement
ce que dit en gros le Conseil constitutionnel, puisqu'il renvoie à 2 endroits différents à l'article L3 qui dit que l'acheteur doit... Alors, je vais être un peu provocateur. Soyez-le. Est-ce qu'on a encore besoin d'un code de la commande publique qui irait au-delà d'un seul article, le L3, tout acheteur public doit bien gérer les données publiques et en toute transparence, égalité de traitement des candidats? Alors, comme toujours, on se pose la question, pour tous les codes, faut-il brûler le code de la commande publique, le code du travail, le code général des collectivités territoriales? Nous en sommes à 74 codes dans notre droit national. Ça va probablement encore augmenter. On est dans un processus de codification qui a pour vocation d'encadrer les règles principales de bon fonctionnement. Et le droit est là pour régir les rapports sociaux et aider au respect d'un certain nombre de règles fondamentales. Et l'affirmation d'une règle ne suffit pas, évidemment, et 3 ou 4 articles ne suffiraient pas pour dire comment on peut bien faire, et il faut le faire dans le respect des principes fondamentaux. Deuxièmement, il ne faut pas l'oublier, les acheteurs le savent, on est régi également par le droit communautaire, qui peut d'ailleurs se suffire à lui-même, certains pays renvoyant tout simplement en dessus des seuils européens à la réglementation européenne, se contentant quasiment de la réécrire presque mot pour mot et laissant en dessous des seuils de pertinence économique définis par les seuils communautaires, finalement les acheteurs face à leurs responsabilités. Je pense qu'en France on a tendance à surréglementer, tout réglementer, et il faut quand même à un moment donné se poser la question de savoir jusqu'où va la responsabilité des acheteurs. C'est le cas où finalement il y a un texte qui aujourd'hui nous permet de déroger dans certains cas à des obligations qui peuvent consister en des injonctions contradictoires. On a eu ce phénomène-là également en matière de normes environnementales et d'urbanisme, et d'une manière générale sur toutes les normes, avec un décret du 8 avril 2020, en plein confinement, qui permet également au préfet justement de déroger à certaines normes au regard des circonstances locales. À un moment donné, les conflits de normes créent des impossibilités d'agir, et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette nouvelle règle. Merci, Maître Charel. Alors, entrons peut-être dans le détail dans certains détails, puisque la loi, effectivement, nous, on est polarisé sur la commande publique, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Aucun des articles, des dispositions commande publique ont été sanctionnés par le Conseil constitutionnel en matière de commande publique. Il y a eu des cavaliers législatifs dans d'autres matières, je crois 26 dispositions, ce qui n'est pas rien quand même, qui ont été sanctionnées. Pour revenir à la commande publique, un des points importants de cette loi, c'est de créer un livre, en réalité 2 livres, il y en a un pour les marchés, un pour les concessions, sur les circonstances exceptionnelles qui donne un peu un kit main libre. Alors, est-ce que c'est une disposition utile, dans le sens où il y a quand même pas mal de dispositifs ou de régimes qui existent en matière de commande publique, circonstances imprévues ou force majeure. Est-ce que c'est pas redondant? Est-ce qu'on n'est pas sur une loi, pas de circonstances, mais un peu d'opportunisme, de redonner un régime? Est-ce que c'était nécessaire? Alors je pense que ça l'était parce que finalement on est toujours d'ailleurs dans des régimes juridiques qui sont à la fois très précis, issus de la jurisprudence, mais finalement de jurisprudence parfois ancienne, parfois aussi peut-être un peu décalée, disons-le, sur les circonstances exceptionnelles, puisque l'urgence sanitaire n'existait pas, ça a été consacré dans le Code de la santé publique, et derrière, dans tous les domaines du droit, il peut y avoir un certain nombre de mesures, et vous l'avez dit, ce sont effectivement des kits, des boîtes à outils, même si j'aime pas beaucoup le terme, c'est pas des kits main libre en réalité, ça serait des kits main libre si on n'avait rien, et là aujourd'hui ça a été l'opportunité de transposer et d'écrire dans le marbre du code des mesures qui étaient un peu circonstancielles et qui deviennent pérennes dans la mesure où cette situation et d'autres situations exceptionnelles peuvent survenir, et finalement on s'aperçoit que le dispositif qui a été approuvé et qui a été intégré maintenant dans le code de la commande publique, c'est un dispositif qui permet de donner un peu les outils, les modalités de mise en œuvre des circonstances exceptionnelles, parce que on se rend compte qu'effectivement il n'y avait rien pour dire est-ce qu'on
qu'on peut réellement proroger le délai de validité des offres? Est-ce qu'on peut suspendre ou pas les délais de remise des offres? Comment on peut s'organiser alors qu'on n'avait rien prévu? Donc tout le régime un peu d'exception qui a été créé parce que c'est un régime qui correspond à une situation qu'on n'avait jamais vécue, eh bien aujourd'hui il existe en tant que tel dans le code et c'est bien parce que ça peut malheureusement se reproduire. On va souhaiter que ça soit un dispositif qui ne soit pas mobilisé très souvent, voire très très exceptionnellement, mais c'est bien qu'il existe puisqu'il donne effectivement un certain nombre de solutions un peu pragmatiques pour les acheteurs dans le cadre des procédures de passation et d'exécution des marchés. Passons à la question qui fâche. La question qui fâche, c'est cette notion d'intérêt général qui justifie la possibilité de faire du gré à gré. Ça fait beaucoup réagir. En gros, d'un côté, il y a les défenseurs d'une liberté, une pleine responsabilité, une pleine confiance des acheteurs qui doivent faire face à des situations. Et puis, de l'autre côté, j'allais dire des juristes, mais c'est caricaturé, j'essaie de marquer les deux camps, qui disent non mais attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est de l'argent public. Et son utilisation doit être encadrée. Quelle est votre position? Est-ce qu'il y a un risque à faciliter le gré à gré non pas avec un seuil, mais avec une notion? Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous comprenez les alarmes, notamment, je crois que c'est vendredi dernier, c'est Anticor qui a lancé un cri d'alarme qu'on a relayé sur achatpublic.info en disant mais là, ça va trop loin. Et il dit, heureusement, il y a le droit européen qui viendra nous aider. Qu'en pensez-vous? Je suis toujours tendu par rapport aux attentes. Donc, pour les juristes, un souci de cadrer la règle. C'est le principe même, et déterminer les cas dans lesquels on met en concurrence et les cas dans lesquels on ne les met pas. D'ailleurs, le droit communautaire est là aussi, effectivement, pour nous aider, ou en tout cas pour le définir. Et puis, il y a une vision un peu pragmatique, plutôt tendance des réglementations, qui est de dire à un moment donné, on ne peut pas réglementer ou prévoir tous les cas dans lesquels on peut bénéficier d'une exception légitime de mise en concurrence. Et donc, à un moment donné, il faut bien déverrouiller le système pour que, à des situations exceptionnelles et circonstanciées, on puisse déroger à des règles dont la liste, justement, n'est finalement pas si limitative que ça, et on l'a vu avec la crise du Covid. Donc, entre les deux, c'est difficile d'arbitrer, parce que les attentes peuvent être légitimes des deux points de vue. Et c'est vrai que trop de réglementation peut à un moment donner le sentiment que si on ne rentre pas dans la case, on ne peut rien faire. C'est un peu là-dessus qu'il faut réagir. Et donc, du coup, cette loi a pour vocation d'ouvrir ce débat, de dire, mais à un moment donné, est-ce que la liste qui est fixée dans des textes, qu'ils soient nationaux ou européens, est suffisante pour justifier parfois de recourir à des exceptions qu'on n'a pas prévues? On a tendance en France à surréglementer, à prévoir tous les cas. Ceux qu'on ne prévoit pas, d'ailleurs, on les appelle les espaces interstitiels, oui. Ces espèces de notions de vide juridique où on n'a pas le cas, donc du coup ce n'est pas possible parce que ce n'est pas prévu. Et donc là, on renverse un peu la tendance sur la logique de dire, je l'ai dit en introduction tout à l'heure sur le propos global, à un moment donné, les acheteurs, les opérateurs d'une manière générale aussi, doivent être en pleine responsabilité face à ce choix de circonstances particulières et d'intérêt général qui peut justifier l'exception à un certain nombre de règles. Ça répond à une attente. Au-delà, quels sont les risques ? Les risques, ils existent même sans texte, c'est-à-dire que de toute façon, il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels certaines personnes s'exonèrent des règles, quelles qu'elles soient, en commande publique comme dans tout autre domaine. Et sous prétexte qu'un certain nombre de personnes rentrent dans des hypothèses de prévarication, on punirait les autres qui voudraient de manière circonstancielle encore et motivée justifier pour des motifs d'intérêt général des exceptions de mise en concurrence. Donc à un moment donné, je trouve que le débat est bien d'avoir été hissé jusqu'au Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel dit bien qu'il peut y avoir à un moment donné des motifs d'intérêt général qui peuvent justifier de ne pas rentrer exactement dans les cas qui sont prévus par la règle. On a des cas très anciens comme ça qui ont été supprimés d'ailleurs au fil des années par les directives, les exceptions de mise en concurrence en cas d'abandon de chantier. Donc une entreprise dépose le bilan ou
pire encore, tout se passe mal sur un chantier, on est en pleine exécution, toutes les entreprises sont présentes sur le chantier et il faut stopper le chantier, il faut relancer de la concurrence, alors parfois relativement rapidement, il est vrai, ou redistribuer quand on n'a pas le temps les prestations sur les autres entreprises à travers des avenants. Or, il y a assez longtemps de cela, il y avait des exceptions de mise en concurrence pour justement pallier la défaillance d'entreprise en cours d'exécution. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a des cas dans lesquels la réponse concurrentielle ne permet pas nécessairement de répondre sur le plan opérationnel et finit par coûter plus cher à la collectivité, aux acheteurs, parce que interrompre un chantier pour les bénéfices d'une mise en concurrence qui peut durer un certain temps, c'est aussi payer des indemnités d'immobilisation et un certain nombre de frais corrélatifs qui sont uniquement générés par le temps d'attente d'avoir une nouvelle entreprise et qui parfois peut prendre un certain temps. Et donc c'est un peu sur ces situations-là que finalement on est appelé à réagir. Alors oui, il peut y avoir effectivement, et c'est tout à fait légitime de leur part, des réactions d'associations, de lutte contre la corruption, et ça peut être un mauvais signe, puisqu'on l'entend, c'est un mauvais signe, c'est une porte ouverte, c'est pas le moment de faire ce signe-là vis-à-vis de certaines personnes qui sont pas très honnêtes et qui du coup prendraient ce chemin pour justifier finalement de la corruption. Mais la corruption, au final, n'a pas nécessairement besoin d'une exception de mise en concurrence qui est justifiée par un motif d'intérêt général. Et il y a des garde-fous. Faisons confiance à nos garde-fous. Faisons confiance, lorsqu'il y a des collectivités locales qui sont en cause, à l'opposition municipale. On rend compte des décisions qui sont prises. Faisons confiance également au contrôle de l'égalité. Il y a quand même un paravent qui est là, un paratonnerre même, à un moment donné, pour rappeler la règle. Faisons confiance également au juge, qui peut être saisi d'une exception de mise en concurrence. N'a-t-on pas beaucoup déjà de dispositifs de contrôle pour pouvoir sanctionner les errements dès lors qu'ils sont mis en œuvre, parce que l'exception de mise en concurrence, c'est pas une exception de passer un contrat, c'est passer un contrat, le motiver, le justifier et après subir éventuellement la censure du juge. Et ça, c'est un contrôle démocratique. Et je ne voudrais pas, et c'est le problème qu'on a souvent en France, qu'on interdise à beaucoup d'agir de manière raisonnée, raisonnable et sensée au regard de l'intérêt général, au prétexte qu'il y a quelques vilains canards qui prennent ce biais-là pour pouvoir favoriser telle et telle personne qui serait de leurs amis, ou pire. Mais la difficulté, c'est peut-être aussi que, alors qu'on est un peu surchargé de seuils, de différents seuils à différents moments, pourquoi une notion plutôt qu'un seuil pour faciliter le gré à gré? Parce que le seuil ne sert à rien. On continue et on perdure dans des logiques de seuil qui n'ont aucun rapport avec les circonstances et parfois avec les objets de marché. Un seuil. L'histoire des seuils, c'est quoi? C'est une litanie de seuils qu'on apprend les uns et les autres au fur et à mesure du temps qui passe, qui change d'ailleurs par rapport aussi au seuil européen tous les 2 ans. Enfin, je vous rappelle, 4 000 € dispense de mise en concurrence, après on est passé à 20 000 ou 15 000, c'était trop, on est repassé à 4 000 pour passer à 10 000, on est passé à 20 000 et puis maintenant à 40 000 et puis maintenant à 70 000 et puis après avec la loi ASAP 100 000 de manière temporaire pour les marchés de travaux, on s'y perd en matière de seuil et ça correspond finalement pas forcément à grand chose. Quand on dit on libère les seuils en matière de marché de travaux à 100 000 € hors taxe de manière temporaire et circonstancielle, on ne libère pas pour autant des seuils de mise en concurrence des maîtrises d'œuvre qui sont le corollaire des marchés de travaux, parce qu'en général, il faut un maître d'œuvre pour suivre les travaux. Et à Bercy, on nous dit ce n'est pas la peine de monter les seuils en matière de maîtrise d'œuvre, dans la mesure où les seuils en matière de marché de travaux sont 100 000, donc ils sont trop petits, ça n'a pas forcément d'intérêt. On voit que si ça a un intérêt, puisque dans la loi ASAP, il est possible de recourir à de nombreux marchés de moins de 100 000, dès lors qu'ils représentent moins de 20% du montant total de l'opération, c'est-à-dire la notion de petit lot rapporté sur ces seuils-là, et on voit bien qu'il y a à un moment donné un certain nombre de maîtres d'œuvre qui peuvent être impliqués dans le dispositif. Donc le seuil en valeur absolue ne correspond pas forcément à quelque chose qui a un intérêt. Donc à un moment donné, d'ailleurs, au-delà du seuil, on m'a posé même la question déjà ce matin, en disant mais si on a 110 000 € de travaux, tout d'un coup c'est pas pertinent, il faut qu'on mobilise ce dispositif-là, on va pas faire baisser les entreprises artificiellement le montant pour passer en dessous du radar. Donc à un moment donné, si c'est 150 000 € et que c'est d'intérêt général, allons-y sur 150 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, le seuil, ça évite de se poser des questions.
Ouais. Alors qu'on devrait quand même se les poser d'une exception de mise en concurrence. Le fait de ne plus mettre de seuil, ça laisse cette sensation de vide, mais c'est pour se reposer les questions fondamentales. Dans quel cas suis-je légitime à déroger à la norme, que ce soit en urbanisme, en environnement avec le décret du 8 avril 2020, ou que ce soit en matière de marché public avec la loi ASAP. Dans quel cas la norme devient contre-productive. Et on l'a vécu pour les 4 000 €, le seuil de l'absence de mise en concurrence. Parce qu'il y a des acheteurs pour qui c'était tellement compliqué de mettre en concurrence formellement au-delà de 4 000 € qui préféraient renoncer à des commandes d'un certain nombre de choses ou alors à saucissonner avec effectivement des petites prestations de droite et de gauche plutôt que de devoir s'engager dans la mise en œuvre des procédures même adaptées entre 4 000, 20 000 30 000 ou 40 000 €. Donc on voit qu'à un moment donné, les effets de seuil sont contre-productifs vis-à-vis de certains acheteurs. Le seuil, pour une métropole, 100 000 € de travaux, c'est que dalle. C'est comme les marchés en matière d'innovation, jusqu'à 100 000 €, c'est que dalle. Pour une petite commune de 2000 habitants, c'est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais en valeur absolue, le seuil n'a pas de sens. Pour 100 000 € de travaux pour une commune, il y a plein de communes qui passeront complètement en dessous du seuil de radar. Ouais. Voilà, et c'est aberrant de mettre un seuil de 100 000 pour une métropole ou un département. En ce sens-là, on peut noter un peu une évolution du législateur, puisque s'agissant des marchés d'innovation, le décret de Noël, c'est les marchés innovants. Là, il y avait un seuil. Oui, de 100 000. Mais à vous écouter, il aurait mieux valu ne pas mettre un seuil. Le critère d'innovation aurait suffi. Le critère d'innovation, à la limite, il suffit, quel que soit le montant. Alors, soit c'est 20 000, soit c'est 100 000, soit c'est 200 000. Peut-être qu'il faut caper à un moment donné, parce qu'il faut peut-être donner des signaux pour dire il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, et sous prétexte d'innovation, ouvrir la tirelire. Mais là aussi, c'est un problème de responsabilité. Donc, c'est innovant, mais jusqu'à un certain point. Alors, soit c'est effectivement assez innovant, on le fait en expérimentation, et ça peut être dans la plaque des 100 000, soit c'est très très innovant, mais pour le coup, c'est tellement innovant sous brevet, et c'est pratiquement impossible d'avoir une offre concurrente dans ce domaine-là, que je ne vois pas pourquoi ça serait 100 000. C'est illimité. Si c'est très très innovant, c'est une exception de mise en concurrence tout court. Donc le raccrochage à un seuil rassure, parce que ça permet de caper effectivement, et du coup, comme je vous dis, de ne pas se poser des questions. Mais pour autant, les réflexions en tant qu'acheteur que l'on peut avoir sur le fait de faire de l'achat innovant au-delà de 100 000 ou en dessous de 100 000 n'a rien à voir avec le seuil de 100 000. Ce qui est à voir en tant qu'acheteur sur l'achat d'innovation, c'est de savoir qu'est-ce qui est innovant pour sa structure, et du coup de mobiliser la procédure qui va avec. Bon, c'est vrai, on a une exception de mise en concurrence jusqu'à 100 000, mais on peut vous garantir qu'il peut y avoir des exceptions de mise en concurrence jusqu'à 500 000 €. Il n'y a pas de raison. Abordons un autre point de la loi ASAP, son article 131, à propos des entreprises en difficulté. Désormais, donc, les entreprises qui qui bénéficient, j'aime pas trop le terme, d'un plan de redressement, sont autorisées à se porter candidates à un marché public. Alors, ma question, qui est peut-être un peu provocatrice, mais j'aime bien, en fait. Est-ce qu'on ne fait pas courir un risque à l'acheteur public de devoir même accepter les candidatures d'entreprises en redressement? Alors, qu'est-ce qu'on fait payer? Quelle prise de risque on impose presque à l'acheteur public désormais? Petit rappel déjà qui peut s'imposer, c'est que le code, dans les motifs d'exclusion, effectivement, une entreprise qui est en redressement n'est pas nécessairement de plein droit évincée si justement elle a une période de continuité qui est accordée, qui est compatible avec la durée d'exécution du marché, et puis maintenant si elle a un plan de redressement qui peut s'étaler sur plusieurs années, jusqu'à 10 ans, et donc c'est assez important de ne pas justement exclure au motif qu'une entreprise est en redressement, celle-ci de l'accès à la commande publique. Voilà. C'est d'ailleurs depuis, je crois, la loi Badinter ou la loi en 85 sur l'origine de tout ça, c'est que de toute façon il y avait un principe d'ordre public où on ne pouvait pas résilier de plein droit un contrat au motif qu'une entreprise est en redressement. Si elle est en redressement, c'est qu'elle est en difficulté. Si elle est en difficulté et qu'on lui coupe finalement les vivres et les ressources qui lui permettraient de se redresser, ça va faire une hécatombe. Bien. Donc aujourd'hui le signal, je dirais que juridiquement le dispositif existait implicitement et nécessairement, qu'une entreprise qui est en redressement mais qui bénéficie d'un plan de continuité validé par le tribunal peut accéder à la commande publique. Là, ça permet de rassurer sur le fait qu'on peut effectivement bien attribuer des marchés à des entreprises qui sont en redressement, et allant au-delà effectivement de quelques semaines, quelques mois,
parce que l'entreprise bénéficie de ce plan de redressement et de continuité d'activité. Le message, il est clair, c'est qu'à un moment donné, si on veut maintenir le tissu économique et assurer une pérennité aussi pour l'acheteur dans les conditions d'exécution, si l'entreprise est à même de poursuivre les activités, d'ailleurs c'est obligatoire de demander donc à l'administrateur s'il entend poursuivre ou pas, et s'il répond, normalement il devrait répondre dans les d'un mois. S'il ne répond pas, effectivement, à ce moment-là, on considère que l'entreprise ne poursuit pas son activité, mais néanmoins c'est bien l'idée que si on veut assurer la pérennité des prestations aussi pour l'acheteur, il faut se donner la possibilité de continuer avec des entreprises qui entre-temps ont eu un incident économique. Et alors pour le coup, avec 2021, vu ce qui s'annonce devant les tribunaux de commerce, le dispositif pour assurer, il est particulièrement pertinent pour que justement l'acheteur prenne, oui, sa part de risque. Parce que vous avez raison d'être un peu provocateur dans votre question. Bien sûr qu'il y a une part de risque à attribuer un marché à une entreprise qui est en redressement. Il y a une part de risque à poursuivre avec elle puisqu'elle est en redressement. On a moins de garantie financière, mais il y a aussi le risque de la perdre, de devoir relancer une concurrence, de perdre du temps, le temps de la relance de la concurrence, de devoir éventuellement attribuer à plus cher. Et aujourd'hui, eh bien cette part de risque, l'État veut que ça soit un peu partagé par les acheteurs et par les entreprises, et donc que les acheteurs viennent un peu aussi au soutien des entreprises. C'est tout le sens des mesures d'augmentation du montant des avances, de limitation des garanties financières qu'on peut éventuellement exiger si on accorde des avances, pour justement essayer de réinjecter plus rapidement de l'argent dans le système économique. Alors oui, il y aura peut-être de la casse sur laquelle les collectivités publiques ne seront pas nécessairement assurées, on s'en doute. Il n'y a pas la création d'un fonds de solidarité en cas effectivement de perte définitive de l'entreprise à qui on a attribué le marché, ou des avances sans garantie financière, mais pour autant ça fait partie d'une mécanique générale de soutien à l'économie. Il y a un risque bien entendu, il y a un risque à accorder des avances de 20% sans garantie financière, mais l'idée c'est de prendre ce risque-là pour essayer de réinjecter rapidement de l'argent dans le circuit économique. Et on en aura besoin puisque le dispositif plan de relance impose des délais. S'ils ne sont pas des délais de livraison et terminaison et achèvement des ouvrages et autres choses qui sont prévues dans le plan de relance. Donc à un moment donné, si on dit ah ben non, il est en redressement, donc du coup on relance, on passe à notre marché, les fonds éligibles au fonds de relance ne seront jamais récupérés, il faudra les rembourser. Parce que c'est ce que prévoit le dispositif sur le plan de relance. Il y a un timing, on met tout en œuvre pour qu'il soit respecté, et il y a une part de responsabilité qui sera prise par les opérateurs économiques et par les acheteurs. Autre mesure, on va faire un petit looping, j'aime bien. On revient sur les seuils. La loi ASAP pose un seuil, je crois jusqu'en 2021, je ne me souviens plus exactement, 2021, oui. Seuil à 100 000 € pour les travaux. Même tarif, est-ce que c'est une bonne chose ou bien on aurait pu s'en passer finalement ? Je l'ai dit tout à l'heure, ça rassure d'avoir un seuil. Ça permet de caper, de ne pas se poser des questions jusqu'à concurrence de ce seuil-là. Bon. Donc c'est pas mal. Au-delà, ça a même été précisé que ça pouvait être des petits lots, donc ce qu'on appelle les micro-lots finalement, dans des opérations à lotis, dès lors qu'ils représentent moins de 20% de la valeur globale de l'opération. Donc c'est autorisé. Rappel étant fait que pour les marchés de travaux, la notion de petits lots de travaux, c'est 1 million d'euros. Bon. Là, on dit finalement entre 100 000 et 1 million, on fait de la procédure adaptée. À moins de 100 000, on peut faire quasiment du gré à gré. Donc c'est pour aller un peu plus vite et effectivement distribuer assez rapidement des marchés à des entreprises qui sont susceptibles d'y répondre assez rapidement. On voit vers lesquelles la mesure est orientée. Là, c'est une disposition qui a pour objet de fluidifier le plan de relance en fait. Oui, très clairement, et de permettre aux petites entreprises qui ont pu effectivement beaucoup plus souffrir que les autres, que les plus grosses entreprises en termes de trésorerie, en termes finalement de travail partiel, parce que ça vise des toutes petites, des TPE, avec peu de salariés, donc peu de dispositifs mobilisés en matière de chômage partiel et autres, des artisans, clairement, individuels, qui n'ont pas eu de travail pendant plusieurs mois, et bien ça permet effectivement à ces personnes-là d'accéder plus rapidement à des petites commandes publiques. Alors petites, tout est relatif, je disais tout à l'heure, pour une commune
de 500 habitants, des marchés de 100 000, ça représente quand même beaucoup d'argent. Dans des plus grosses structures, ça va être vraiment presque des miettes sur des opérations très importantes, où la notion de petit lot, c'est 1 million d'euros. Là, ça sera 100 000, donc c'est de la distribution pour tous les artisans, pour venir faire du travail et donc faire un flot, effectivement, d'activités au bénéfice, notamment de l'entrepreneuriat individuel, clairement. Alors, il y a une disposition que je vais avoir besoin de vos lumières parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est à propos de l'accès des PME à tous les marchés globaux, donc avec la loi ASAP, l'accès des PME est désormais garanti à tous les marchés globaux. Ce que je ne comprends pas, c'est que par définition, un marché global, c'est global et on n'imagine pas dans la réalité que l'entreprise fasse tout de A à Z, donc il y a de la sous-traitance. Est-ce que là, on n'est pas sur une mesure d'affichage pour faire bien, pour dire qu'on le même mot en tête. Je vous écoute alors. Je préfère les entendre chez vous que chez moi. Non, oui, c'est une mesure d'affichage parce que d'une manière générale, tous les marchés globaux, en particulier conception-réalisation, sont pour partie importante parfois sous-traités. Donc c'est réaffirmer quelque chose qui se pratique. Pour autant, c'est un message. Un message de dire que dans le contexte actuel et face aux difficultés qui viennent, un effort peut-être est demandé à la fois des opérateurs économiques et évidemment avec les outils correspondants pour les acheteurs, d'essayer de critériser le recours donc à des PME dans le cadre des marchés globaux pour ne pas les réserver en termes d'image. Hein. C'est pour ça les pas réserver aux plus grosses entreprises. C'est un peu l'idée. Bon, rappel étant fait qu'une PME, c'est une entreprise qui a moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros ou un bilan de moins de 43, je crois. Bon, on voit bien qu'en fait, il y a beaucoup de PME qui vont directement accéder à des marchés globaux, en groupement très probablement, et là où il y a une difficulté d'application, c'est de se dire des PME qui sont déjà bénéficiaires d'un marché global, est-ce qu'elles vont devoir elles-mêmes encore sous-traiter à d'autres PME qu'elles-mêmes, puisqu'elles sont déjà PME. Donc on voit bien qu'à un moment donné, la limite de l'exercice, c'est qu'il est pensé pour des très gros contrats avec des majors et qu'en réalité, il y a des petits contrats globaux que le Sénat veut commencer peut-être à plafonner à un million ou à un minimum d'1 million. Bon, donc on voit bien qu'il y a plein de contrats globaux parce que les contrats globaux permettent quoi? Très clairement d'économiser des temps de procédure pour aller plus vite et donc effectivement de ne pas avoir à lancer d'abord une consultation pour de la maîtrise d'œuvre, une consultation pour les marchés de travaux. Bon, voilà, donc on concentre le temps, on gagne du temps, on gagne de la procédure, on gagne potentiellement de l'efficacité aussi sur le contrat parce qu'on y met des clauses de performance. Donc ça renvoie aux responsabilités de l'acheteur de réfléchir en termes de performance dans ses contrats pour passer des contrats plus rapidement, plus performants. Là encore, avec comme perspective qu'il y a un plan de relance, il y a des délais et si les opérations ne sont pas livrées dans les délais, il faudra rembourser l'argent. Donc il faut bien qu'on ait des outils contractuels qui permettent de mobiliser des contrats plus rapides tout en ne laissant pas sur le carreau des PME, même si c'est en première ligne des PME qui ont le marché. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas critériser la part des PME en première ligne et en deuxième ligne, notamment les sous-traitants, justement pour la mise en œuvre de ce type de contrat qui devrait se généraliser, il faut le reconnaître. Si cette disposition, c'est un message, c'est mieux de dire comme ça, c'est un message à envoyer, est-ce que ça ne vous étonne pas que dans la loi ASAP telle que validée par le Conseil constitutionnel, il n'y a aucune disposition sur les deux autres grandes choses qu'on a vues pendant cette période de crise sanitaire, c'est-à-dire d'une part les clauses environnementales et puis l'achat public local. C'est en vous écoutant que j'y pense, je me dis mais quitte à envoyer des messages, pourquoi il n'y a rien sur l'achat local que le gouvernement entend? Ils n'arrêtent pas de... Ils disaient sur achat public des papiers qui s'appellent trucs et astuces du gouvernement pour acheter local. Il y a deux messages, l'achat local, la clause environnementale. Il n'y a rien dans la loi ASAP. Alors, on ne va pas forcément se plaindre de ne pas refaire une loi un peu fourre-tout, mais c'est quand même étonnant. Alors, je ne suis pas dans la tête du législateur pour savoir pourquoi il n'y a pas. Je préfère commenter ce qu'il y a. Pour autant, l'achat local, c'est du localisme. Et le localisme est un gros mot en matière de commande publique, on le sait, notamment vis-à-vis du droit européen. Il faudra peut-être faire évoluer les choses. On parle d'ailleurs d'achat local, aussi d'achat stratégique, hein, oui. Ce qui n'est pas forcément la même chose, pour justement, à un moment donné, donner des signaux qui relèvent effectivement d'un conflit de loi ou un conflit d'injonction par rapport à la situation, donc, comme on la vit aujourd'hui les uns et les
les autres, nationalement, et pas qu'en France, et puis le format extrêmement néolibéral des directives européennes en la matière. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et tout ça n'est peut-être pas suffisamment mûr ou est un terrain trop glissant pour que ça puisse faire l'objet peut-être, ou ça ait pu faire l'objet d'un dispositif dans cette loi-là. Je pense qu'il faudra à un moment donné remettre à plat le positionnement de l'achat local, stratégique, environnemental. D'ailleurs, dans les CCAG, dont la réforme va arriver également assez rapidement maintenant sur les bureaux, on essaye de renforcer les clauses en matière environnementale et sociale, mais tout ça reste dans les mains de l'acheteur. C'est l'acheteur qui met en œuvre la politique d'achat. Et le code ne peut pas tout faire. Donc à un moment donné, la stratégie d'achat, la stratégie liée à une volonté d'essayer quand même de faire du localisme, c'est pour rendre l'achat plus performant, plus stratégique, plus économique également éventuellement, plus raisonné. C'est de l'achat raisonné. Et je pense que le chantier est énorme et il est en injonction contradictoire avec les dispositions européennes qu'il faudra probablement faire évoluer sur cette question. C'était pas la peine de le mettre dans la loi ASAP. On va revenir sur les ASAP, c'est as soon as possible. Alors si on veut faire as soon as possible, c'est rebâtir tout le dispositif d'achat local et stratégique. Je pense que c'est pas si rapide que ça. Dernière question sur la loi as soon as possible, parce que j'ai le même accent que vous en fait. C'est ça. Jean Maillat, l'ancien DAJ, tenait absolument à ce que tous les marchés de prestations juridiques rentrent dans le code de la commande publique. Il y a eu depuis, ça fait un petit bout de temps, un projet de loi de désurtransposition. Ça y est, ça n'a pas été jugé comme un cavalier législatif. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en gros... Dans l'ordre des avocats. Dans l'ordre des avocats, merci maître. En gros, maintenant, les marchés de prestations juridiques ne rentrent plus dans le champ du code de la commande publique. Alors, expliquez-nous, est-ce que je fais pas un raccourci déjà, c'est pas impossible, et est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle pour vous? Qu'est-ce que ça a changé, la période hors code? Hors code. Alors, d'abord, ce qui reste dans le code de la commande publique, mais comme une exception complète de mise en concurrence, ce sont les marchés de services juridiques liés à du contentieux et le conseil associé au contentieux, donc la prévention du contentieux. Parce que, oui, effectivement, on avait un peu surtransposé le droit européen là-dessus, dans la mesure où le choix de l'avocat, ça reste un choix qui est quand même un peu intuitu personae. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de concurrence que ça ne doit pas être un choix pertinent. Voilà. Et ça, c'est le message. Et un avocat, c'est quelqu'un en qui on doit avoir nécessairement beaucoup confiance, en termes de compétences, en termes de savoir-être aussi, avec son client. Et ça fait partie des fondamentaux de la profession, au même titre que le médecin. C'est un peu un choix intime, on va dire, le choix de l'avocat. Donc ça, c'est ce que la profession défend, c'est ce que je défends, c'est la capacité à pouvoir, à un moment donné, choisir son avocat, parce qu'on pense que c'est la personne la plus adaptée, la plus performante pour pouvoir défendre ses intérêts. On remet ses intérêts entre les mains de son avocat. Des fois, c'est les intérêts d'une structure, une entreprise, une collectivité, mais quand on est dirigeant, aussi un peu les siens. Donc il y a cette relation un peu particulière. Qu'est-ce que ça change? Ça change que les marchés d'avocats sont des marchés qui ont toujours posé problème pour les acheteurs, parce que ça reste des marchés délicats. Il y a à la fois une hyper-concurrence sur peu de cabinets par rapport à la masse de l'ensemble des cabinets qui font tout un tas d'autres types de droits. Ça a permis, très sincèrement, je le pense, et je pense en avoir été un des vecteurs aussi, ça a permis de s'améliorer en tant que prestataire de services. Même si on est avocat, on doit rendre des comptes sur la façon dont on travaille, sur la qualité du travail, sur les équipes, sur la formation, sur les rendus, sur les délais. Et donc je pense que le fait d'avoir été mis en concurrence a hissé la profession vers un niveau qualitatif qui n'existait pas il y a 15 ans. Les bénéfices de la concurrence, ils sont là. Après, les travers de la concurrence, c'est que face à l'évidence qui est que parfois on a envie de choisir un avocat pour des raisons assez intimes et légitimes, je parle bien de légitimité, les règles de concurrence pouvaient apparaître contradictoires avec le serment de l'avocat et de son rôle. Donc c'est pour ça que la France avait réclamé pendant des années que l'avocat soit sorti du dispositif. On choisit son notaire, son avocat et d'autres prestataires
en dehors du phénomène de concurrence. C'est presque un peu une exception culturelle, il faut le dire, pour nous, mais pour d'autres secteurs aussi. Et au final, je pense que chacun là aussi peut prendre sa responsabilité. C'est pas parce qu'il y a une exception totale de mise en concurrence qu'il n'y aura pas un peu de concurrence, ne serait-ce que demander à plusieurs cabinets qui sont un peu patentés dans le domaine d'activité de faire des propositions. On n'évitera pas certains écarts qui est évidemment lié au fait qu'on va choisir un avocat parce que c'est un ami proche et que c'est bien que ce soit un ami proche qui défende. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais il y en a qui peuvent le penser. Et pour le coup, quand on choisit un notaire, on choisit aussi pour certaines compétences. Quand on choisit un avocat, on choisit pour certaines compétences. Et je pense que les règles de l'appel d'offres, même adaptées, ou la consultation, même adaptée, posaient beaucoup de problèmes. On l'a vu, il y a eu encore des contentieux récents sur les problématiques de choix de conseil juridique et de représentation. Donc c'est pas mal que ça soit sorti, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la qualité de la prestation. Merci Maître. J'ai une dernière question que vous avez évoquée précédemment. Le prochain grand chantier commande publique, ce sont les CCAG, prévus aux dernières nouvelles pour avril 2021. Selon vous, que faut-il en attendre ? Qu'est-ce qu'on peut en espérer en tant qu'acheteur public ? Quels sont les points d'amélioration ? Quelles vont être les difficultés peut-être dans la rédaction de ces nouveaux CCAG ? J'aime bien commenter ce qui existe. Alors, le souhait de Bercy, c'est d'essayer d'harmoniser déjà, davantage encore que ce que ça l'est, d'améliorer un certain nombre de choses, en matière de propriété intellectuelle en particulier. Le souhait également est de rééquilibrer un peu les rapports financiers, on va dire, sans dérogation. Hein, le principe de rapport un peu plus équilibré en matière donc, de relations contractuelles, notamment avec le CCAG Travaux. Un peu moins de prérogatives de puissance publique et d'exorbitance dans la mise en œuvre, parfois un peu excessive de certaines dispositions contractuelles. Le souhait, si possible, normalement, on sera bon d'avoir un CCAG dédié à la maîtrise d'œuvre pour tenir compte des spécificités de ce maître d'œuvre, qui est un prestataire intellectuel, mais très particulier en interface avec les entreprises par rapport au CCAG Travaux. Je dirais même l'intégration aussi peut-être de la loi MOP à l'intérieur du CCAG-PI. Il y aurait peut-être beaucoup de choses encore à revoir. En tout cas, des copies ont été remises par les principaux acteurs du secteur d'activité et tout le monde en attend quand même une modernisation et un rééquilibrage dans les relations contractuelles. Également des focus sur l'environnement et l'insertion. C'est peut-être là qu'on va les retrouver. On va les retrouver parce que finalement ce sont des conditions d'exécution, en sachant que là encore ce sont des dispositions qui devront être appropriées, que les acheteurs devront s'approprier, adaptées dans des CCAP ou des CCTP et si effectivement on donne un régime juridique cadre un peu plus sécurisé pour la mise en œuvre de ces considérations-là, environnementales et sociales, derrière forcément il faut des cahiers des charges qui soient un peu plus adaptés. Donc voilà, il y aura plein de messages, un peu plus également de règlement amiable des litiges avec le recours plus systématique à la médiation par exemple, pour donner des signes d'une relation contractuelle un peu plus partenariale qu'unilatérale, ce qui est quand même un peu l'esprit des CCAG qui, malgré la réforme de 2009, sont quand même pétris de l'unilatéralité du contrat administratif, on va dire. Et c'est pour ça qu'on change un peu d'époque pour essayer dans de relations un peu plus équilibrées et sereines. Le rééquilibrage, c'est le partenariat et essayer d'avoir des relations un peu plus sereines avec ses partenaires. Ça contribue de la qualité également de l'achat public d'une manière générale. Écoutez, je vous remercie très sincèrement, Maître Charette, à nouveau d'être venu nous aider. Maître Charette, donc, qui intervient régulièrement dans des tribunes, dans des interviews menées par nos équipes sur achatpublic.info. Je rappelle que vous êtes également l'auteur du Code de la commande publique aux éditions du Moniteur, que si vous n'avez pas, il faut y aller maintenant en click and collect, vous vous débrouillez. Voilà, un grand merci à vous, Maître Charette, et à bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour à tous, merci Jean-Marc, merci Maître Charelle pour cette conférence sur la loi ASAP qui, à n'en pas douter, n'a pas fini de faire couler de l'encre.
Place à la cérémonie de remise des trophées de la commande publique. Cette 13e édition est particulière et pour la première fois, nous organisons cette cérémonie en 100% digital. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé et participé à l'organisation de cette cérémonie. Les trophées de la commande publique récompensent les meilleures stratégies d'achat des services étatiques, locaux et hospitaliers dans 2 catégories. Les catégories sont l'achat public durable et la performance de l'achat. Jean-Marc Johannes, que vous venez d'entendre lors de la conférence, rédacteur en chef d'achatpublic.info et pour cette année président du jury des trophées de la commande publique, va présider la cérémonie et vous présenter le jury ainsi que les lauréats de cette 13e édition. Je tiens d'ores et déjà à remercier tous les participants pour ces dossiers de qualité qui ont été remis cette année et à féliciter les lauréats. Comme vous le savez, les trophées de la commande publique sont organisés en partenariat avec le ministère de la Transition écologique. Cette année encore, M. Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable et délégué interministériel au développement durable, nous fait l'honneur de sa présence à cette cérémonie. Monsieur Le Sueur, merci infiniment d'être présent aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de pouvoir introduire cette cérémonie. Merci aux organisateurs, merci à achatpublic.com, le groupe moniteur des travaux publics. Je crois que c'est une prouesse d'avoir maintenu l'organisation de cette cérémonie malgré le contexte Covid. Bien sûr, une prouesse technique parce qu'il faut réussir à faire la même chose dans des conditions très différentes. C'était aussi une prouesse de réussir à maintenir un haut niveau de participation et c'est un résultat qui a été obtenu, je veux le saluer. Je crois qu'il est important de bien se dire que l'achat public a été un des éléments au cœur de la crise du Covid-19. C'est peut-être encore un peu méconnu, mais pas de vous qui êtes des acheteurs publics, car bien entendu, il a fallu déployer des trésors d'astuces et d'agilité pour faire face aux besoins inattendus que cette crise a suscité. Et je veux saluer l'initiative des organisateurs d'avoir créé une catégorie de trophées résilience Covid-19 qui me semble de nature à mettre à l'honneur ceux qui ont tant aidé notre pays pour faire face à cette crise. Alors l'achat public, c'est maintenant que nous entrons dans la phase, j'espère, de sortie de crise et donc de relance, eh bien l'achat public, c'est évidemment une clé de cette relance. Son poids dans la création de la richesse nationale est important, vous le savez, et la relance, c'est un plan annoncé par le gouvernement de 100 milliards, dont 30 milliards d'euros qui sont consacrés à la relance verte. Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment que, à travers les achats publics qui se réaliseront avec ces financements, mais plus largement avec tout l'achat public qui s'effectue au fur et à mesure des années, eh bien, la commande publique intègre davantage de durabilité, davantage d'enjeux environnementaux, sociaux, pour avoir un effet plus transformant. En effet, je crois que c'est ça l'enjeu de la commande publique, c'est un de ces enjeux, et c'est l'enjeu que je veux porter auprès de vous, car je sais que vous êtes souvent engagés dans ces questions-là, c'est que par l'achat public, non seulement on optimise la dépense publique, on permet aux services publics de réaliser leur office, mais qu'il y ait aussi un effet économique, un effet de transformation de notre économie. Alors comment parvenir à un tel effet, à une telle ambition? Eh bien tout d'abord, en étant créatif dans l'achat public. Et je veux vraiment vous saluer parce que les lauréats qui vont ainsi être récompensés, eh bien précisément, ils sont extrêmement créatifs. Ils utilisent tous les ressorts, tous les trésors, toutes les astuces que permettent les textes, que permettent
les procédures et qu'ils investissent pleinement pour réussir à introduire des exigences de durabilité, des exigences environnementales, des exigences de performance pour rétroagir sur les fournisseurs et sur l'échange qu'ils ont dans le cadre du processus de sourcing et d'approvisionnement. Donc, cette créativité des acheteurs, elle est absolument clé pour faire de l'achat public un élément puissant de transformation. Au-delà de ces initiatives qui sont souvent locales et que justement nos trophées aujourd'hui viennent souvent récompenser, il faut aussi mobiliser d'autres leviers plus structurels, le levier de la formation en particulier, et à cet égard tout ce qui relève d'échanges entre pairs, et au fond les trophées de la commande publique sont un petit peu de cette veine-là, puisque en mettant en exergue et en saluant des démarches effectives d'achat innovants, eh bien, on éclaire des pratiques intéressantes et ça permet à d'autres de s'en inspirer. Mais il faut des éléments plus structurels de formation entre pairs. Les acheteurs sont clés, mais les décideurs sont également clés. Par là, je veux signifier que la commande publique durable, qui est l'enjeu que je porte plus particulièrement comme délégué interministériel au développement durable, eh bien, cette commande publique durable, elle passe aussi par la sensibilisation des décideurs, car les acheteurs sont bien entendu au service de leurs commanditaires, et si ces commanditaires ne tiennent aucun compte de ces enjeux de durabilité, eh bien, leur cadrage manquera cet élément de transformation de nos économies. Alors, que fait le ministère de la Transition écologique pour servir ces objectifs que je vous présente? Eh bien, tout d'abord, j'en avais parlé devant vous l'année dernière, dans des conditions qui nous permettaient un échange plus direct. Le ministère élabore le 3e plan national d'action pour l'achat public durable, le PNAAPD. Donc, vous savez que c'est un plan pluriannuel qui couvre l'ensemble de l'achat public, quelles que soient les fonctions publiques concernées, que ce soit les collectivités locales, la fonction hospitalière ou bien, naturellement, les administrations d'État et tous ces satellites. C'est un travail collaboratif qui mobilise de nombreux acteurs et c'est donc ce plan qui sera présenté au début de l'année prochaine. Quels sont ces grands axes? En lien avec ce que je viens de vous dire, les axes de ce PNAAPD, c'est de rehausser l'ambition afin que l'achat public durable soit davantage intégré dans les procédures de marché, mieux diffuser les bonnes pratiques, car c'est par l'exemple et par l'entraide et par l'illustration de ces bonnes pratiques qu'on progresse, et puis insister sur l'accompagnement des acheteurs qui ne doivent pas rester seuls avec ce désir bien souvent d'intégrer dans leurs pratiques des éléments de durabilité, de développement durable, mais qui parfois sont un petit peu démunis ou cherchent les sources d'inspiration. Nous sommes maintenant, en tout cas on peut l'espérer, en phase de sortie de crise. Et donc je veux terminer ce petit propos introductif en insistant sur le fait qu'on a vu monter un enjeu qui était déjà porté par la loi sur l'économie circulaire et qui est encore plus fort en sortie de cette crise du Covid, qui est donc le besoin de prendre en compte l'impact écologique, l'impact social de nos achats publics sur l'économie et en particulier l'économie locale. Et de ce point de vue-là, l'économie circulaire est un domaine, est un secteur, est une préoccupation qui sont particulièrement intéressantes à prendre en compte dans les achats publics, car qui dit économie circulaire dit prise en compte de l'impact carbone des approvisionnements, puisque par définition, l'économie circulaire, c'est celle qui privilégie le recyclage, le réemploi et tout ce qui relève de la réutilisation, de la meilleure utilisation des ressources. C'est aussi un enjeu très fort de localisation des emplois qui sont attachés à ce secteur. L'économie circulaire est couramment plus locale, plus proche que l'économie linéaire classique. Et puis,
cette économie circulaire, elle est souvent portée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui justement ont cette caractéristique d'avoir cette dimension solidaire, de lucrativité limitée, et donc d'être des acteurs de petite taille, présents dans nos territoires et avec un fort impact social. Donc je voulais profiter de cette cérémonie pour dire que vraiment dans cette sortie de crise, tout ce qui relève de la valorisation, la prise en compte de ces enjeux de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire me semble être particulièrement précieux. Ça s'inscrit pleinement dans les orientations de l'achat public durable, mais c'est peut-être un point et un axe qui mériterait d'être tout particulièrement privilégié et pris en compte. En tout cas, je ne veux pas être plus long. J'adresse mes très sincères félicitations aux lauréats qui vont maintenant intervenir. Je les remercie très sincèrement pour leur engagement, leur contribution à l'achat public durable et performant. Et je leur souhaite une très bonne continuation et beaucoup de réussite et beaucoup d'autres belles réussites dans l'achat public. Merci à tous. Je vous remercie, Monsieur Le Sueur. Merci beaucoup, Pascaline. J'espère bien être président du jury en 2021. Ça serait bon signe pour ma carrière. L'édition 2020 donc, des trophées de la commande publique, eh bien, nous avons reçu, dans cette période très difficile, Monsieur Le Sueur a insisté dessus, plus de 30 dossiers, avec un champ d'action très très large, puisque l'on va du soutien aux producteurs, je ne dévoile pas tout, du soutien aux producteurs à l'économie circulaire, bien sûr, de la fourniture de matériels médicaux en urgence, de la maîtrise des coûts, de l'évaluation des prestataires. Donc cette édition 2020 témoigne manifestement de la forte créativité, et M. Le Sueur a insisté sur ce point, des acheteurs publics. C'était donc un travail très délicat pour le jury qui s'est réuni de façon dématérialisée, rassurez-vous, jeudi 12 novembre. Un jury que nous tenons particulièrement à remercier parce qu'eux aussi sont des acheteurs publics. C'est la particularité des trophées de la commande publique. Ce sont des acheteurs pour les acheteurs. Cette année, le jury était composé de, je vais lire, et mal parce que j'ai pas mes lunettes, Madame Fabienne Charrier, qui est responsable du service commande publique de la métropole de Lyon et lauréate 2019. Madame Pauline Litzier, direction de l'organisation et évolution, je vais y arriver, du réseau CCI France, lauréat 2019. Madame Marie-Paul Lafarge-Villepig, chef de projet achat à la direction des achats et des approvisionnements des hôpitaux de Toulouse, lauréat 2019. Madame Geneviève Michel, de la direction de la commande publique et achat de la région Occitanie, lauréat 2019. Madame Magali Tasseri, directeur des achats au GHT Somme Littoral Sud, lauréate 2019. Madame Florence Millet, chargée de programme du projet Programme phare à la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé et qui représentait l'interréseau ministériel Santé, Écologie et Transition solidaire. Et puis Madame Sophie Dozon, rédactrice en chef adjointe en charge de la réglementation au Moniteur. Alors un grand merci au jury. Et puis je vous propose de dévoiler maintenant les lauréats de la commande publique, des trophées de la commande publique 2020. Eh bien, dans la catégorie État, le lauréat des trophées 2020 est l'Économat des armées, qui, dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, utilise absolument tous les leviers de la commande publique pour s'assurer de la rémunération correcte et durable des producteurs laitiers. Je vous propose d'écouter sans plus entendre Monsieur Mathieu Cassinx, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est chef de produit à l'Économat des armées, et Monsieur Nicolas Duval, qui est acheteur alimentaire à l'Économat des armées. Bonjour, toutes nos félicitations. Peut-être en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Économat de l'armée, je vais y arriver, et puis nous décrire quels étaient vos objectifs avec cette initiative. Oui, bien sûr. Donc, d'abord, bonjour à toutes et à tous. On voulait déjà remercier le jury achat public d'avoir remis ce trophée. On voulait aussi remercier tous nos collègues qui ont travaillé sur ce projet, parce qu'on est deux ici, mais il y a d'autres collègues en backup qui ont participé à ce projet.
Et on voulait aussi féliciter tous les lauréats des trophées commande publique. Donc pour remettre dans le contexte, l'Economa des Armées, nous sommes un établissement public industriel à caractère commercial. Donc on compte 30 agents pour la fonction achat, donc en incluant les acheteurs, la direction juridique, les chefs de produits. On passe environ 700 marchés par an. On passe 700 marchés par an sur la totalité des segments achats que l'Economa des Armées a. Ensuite, en termes d'achat, on a aussi bien de la restauration externalisée, de la logistique, des achats de travaux, et donc plus particulièrement, ce qui nous intéresse ici, des achats de denrées alimentaires. Donc, le portefeuille achat de l'Economa des Armées s'évalue à environ 280 millions d'euros d'achats réalisés par an. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'Economa des Armées, voilà ce qu'on fait. Et alors, vous vous êtes intéressé à l'achat de produits laitiers. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et pourquoi ? Tout à fait. Alors, on achète des produits laitiers à l'Economa des Armées depuis plus d'une quinzaine d'années. Avec Nicolas, on est sur cette filière depuis 3 ans déjà. Et en gros, en rencontrant les producteurs, les différentes entreprises, et en suivant l'actualité, au vu des différentes crises qu'il y a eu cette 10 dernières années sur le lait, le milieu rural, on a voulu mettre en œuvre quelque chose qui pouvait permettre d'avoir des achats donc durables, responsables. Et pour nous, on a décidé de se pencher vers le levier de la rémunération des producteurs. Donc pour cela, on a créé un lot spécifique avec un seul produit qui est notre ligne la plus consommée à l'EDA, qui est le lait UHT, donc en 1 litre, la brique qu'on retrouve dans toutes les grandes surfaces. Et donc notre levier qui était qui devait être la rémunération des producteurs et qui devait respecter les codes de la commande publique. On a essayé d'appliquer un critère dans lequel on demandait à nos candidats qui répondaient à notre appel d'offres de donner le prix auquel le lait était acheté aux producteurs. C'est assez innovant de demander aux producteurs comment ils allaient rémunérer les fournisseurs de lait. Vous êtes assez en pointe sur cette question-là, en fait. Tout à fait. Alors nous, c'était une démarche qu'on a voulu faire. On n'était pas sûr de savoir comment on pouvait faire, sur quel levier on pouvait faire, donc on s'est appuyé sur notre service juridique avec Madame Inès Agnafek qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait des demandes à l'extérieur pour vérifier quels critères on pouvait utiliser, si on pouvait les utiliser dans le cadre de la commande publique. C'est vraiment on fait des demandes extérieures à différents organismes pour vérifier qu'on était dans le cadre. Le lait, c'est bien, mais est-ce que vous envisagez d'étendre à d'autres produits ? Est-ce que c'est de votre ressort d'abord peut-être ? Et puis pourquoi pas, je ne sais pas moi, sur les légumes, sur la viande ou autres produits bio bien sûr. C'est vrai que le but de notre démarche, c'était de lancer un appel d'offres test, voir les résultats qu'on obtiendrait et comment ça fonctionnerait, etc. Si les fournisseurs ne seraient pas fermés à l'idée qu'on leur demande le prix auquel ils rémunèrent leurs producteurs. Donc, au final, avec les résultats qu'on va avoir, parce que pour le moment, on ne peut pas communiquer dessus, mais ça nous montre que les fournisseurs ont joué le jeu et qu'on peut ouvrir cette démarche, comme vous venez de dire, aux légumes, à la viande, voilà, d'autres produits laitiers que le lait, comme les fromages, voilà. Et les fournisseurs, justement, ils ont plutôt bien réagi, ils vous ont pas demandé, en gros, mais de quoi je m'occupe ? Tout le monde c'est vrai que c'était un peu l'interrogation qu'on avait. Globalement, ils ont tous joué le jeu. C'est le lot, parmi les 15 lots qu'on a lancés dans cet appel d'offres, qui a reçu le plus de candidatures. Ouais. Et tous les candidats ont effectivement donné une preuve de la rémunération des producteurs, que ce soit une facture annuelle, une méthode de rémunération, donc tous ont joué le jeu et on n'a eu aucune demande spécifique sur ce critère-là. Bien.
Eh bien, un grand bravo à vous, je vous remercie. On attend votre dossier de candidature pour l'édition 2021 des trophées sur des légumes ou d'autres denrées alimentaires. Un grand merci, un grand bravo à vous pour votre prix cette année bien mérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous propose maintenant donc de découvrir le lauréat de la catégorie collectivité territoriale et nous félicitons, nous accueillons la région Bretagne qui a engagé une opération exemplaire et reproductible de réemploi des matériaux déconstruits dans une approche d'économie circulaire très poussée. Je remercie et nous accueillons monsieur le président Loïc Chéné-Girard, président du Conseil régional de Bretagne. Bonjour monsieur le président. Alors, bonjour. Toutes nos félicitations à vous et vos équipes. Alors, racontez-nous pourquoi la région Bretagne a-t-elle lancé ce projet? Qu'en attendiez-vous? Le point de départ, c'est une réflexion globale sur nos achats, sur notre manière d'acheter, y compris d'acheter du bâtiment public ou des travaux sur l'ensemble de notre territoire. Nous avons voulu mener une politique d'achat qui finalement sert la politique de développement économique de la région Bretagne. En travaillant sur les sujets d'innovation, en travaillant sur les sujets d'économie circulaire, en travaillant sur notre responsabilité d'acheteur public. Et effectivement, nous avons à Lannion un lycée avec un ancien gymnase, une ancienne piscine que nous avons dû déconstruire et nous avons lancé un marché qui nous a permis de travailler sur la réutilisation des matériaux de déconstruction en bonne intelligence avec l'ensemble du territoire. De longue haleine, vous avez mobilisé toutes vos équipes. Est-ce que vos équipes ont adhéré immédiatement au projet? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Il faut savoir que nous avons deux actes fondateurs au niveau de cette collectivité. D'abord, le Small Business Act qui avait été signé il y a quelques années, qui permettait de poser les principes de notre achat public. Et un deuxième grand pilier qui est la suite de la COP de Paris, dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la Brest COP. Et nous avons donc là posé les bases de notre ambition en termes d'achat public et notre ambition en termes de vivre ensemble en Bretagne avec cette COP, avec cet engagement de chacun des acteurs pour faire en sorte de participer aux transitions en cours. Et nous avons donc une dynamique avec l'ensemble des agents de la région, effectivement. Et sur les marchés publics, nous avons, je crois, aujourd'hui bien intégré tous ces enjeux, tant sur les sujets de construction que de déconstruction, tant sur les sujets d'heures de travail ou de formation des entreprises qui nous répondent, ou, encore une fois, de provenance et de mise en œuvre des matériaux. Ce sont des sujets passionnants, complexes mais passionnants, pour lesquels les équipes de la région sont très mobilisées. Eh bien écoutez, Monsieur le Président, toutes nos félicitations à vous et vos équipes. À titre personnel, je vous engage à présenter un nouveau dossier de candidature pour les trophées de l'édition 2021. Je vous remercie. Merci. Un grand bravo à vos équipes et je vous dis donc à l'année prochaine certainement. Merci. Eh bien, toujours en matière d'achat public durable, abordons la catégorie fonction publique hospitalière. Et le lauréat cette année est le groupement de coopératives sanitaires Uniachat Filière Restauration, qui a donné une orientation éco-responsable au lancement de son premier marché de produits lessiviels pour la restauration. Alors, un marché exigeant en termes de maîtrise des risques sur l'environnement et la santé, et puis aussi qui a voulu limiter le recours à des produits non essentiels. Pour nous en parler, je vous propose, et je leur dis bonjour, d'accueillir et d'écouter Madame Sophie Caillé, qui est acheteur filière restauration Uniachat, et Monsieur Pierre Madiot, ingénieur restauration au CHU d'Angers, référent technique Uniachat. Bonjour à tous les deux. Alors, toutes nos félicitations. Alors, en quelques mots, en quoi votre démarche est-elle originale? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Comment les avez-vous surmontées, bien sûr? Vous avez 5 minutes, top chrono. Bonjour. On fait partie du CHU d'Angers où nous avons besoin de renouveler notre marché des produits lessiviers, notre marché du CHU. Et le CHU étant référent pour le GHT 49, il est naturel que nous le lancions pour les 10 établissements du CHU. Fort de notre expérience à Uniachat depuis 10 ans à Angers, on s'est dit avec Sophie Caillé, pourquoi pas de lancer au niveau national, parce que lancer un marché pour 10 ou pour plusieurs dizaines, c'est bien pareil. Donc, on voulait en faire profiter tous nos collègues à ce niveau-là. Donc, au niveau de la restauration de Uniachat, on s'est saisi du dossier
Donc l'achat de produits destinés à la restauration, ce sont des marchés très complexes, des achats très complexes de par la technicité des produits et les exigences en termes d'efficacité. Donc il faut savoir aussi que nous sommes sur la chimie spécialisée avec un impact qui n'est pas neutre sur l'environnement et sur la santé, donc il fallait vraiment donner une orientation éco-responsable et durable à ce marché. Alors, oui, je vous écoute, excusez-moi. Oui, je rebondis sur ce que disait Sophie au niveau de l'engagement durable, puisque le CHU d'Angers est engagé depuis 2018 dans une démarche avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, fondation soutenue par Nicolas Hulot, non responsable. Donc, il nous semblait tout naturel, justement, d'engager ce marché sur des objectifs responsables en matière de produits chimiques et de produits. Comment vous avez impliqué vos agents de mémoire, parce que j'ai un peu lu les dossiers en réalité, je vous le dis, vous leur avez demandé de tester eux-mêmes les produits, de voir comment ils les consommaient, s'il y avait des produits inutiles. Quel a été le degré d'implication des agents dans votre démarche ? Alors, au niveau des tests qui ont été réalisés avec les deux candidats qui restaient en lice, après avoir auditionné plus de 15 fournisseurs et producteurs de produits vestigiels, nous avons réalisé les tests en deux échelles. Une part en cuisine centrale, avec des utilisateurs de produits bien spécifiques en cuisine centrale, et d'autre part en office alimentaire, on a principalement des utilisateurs de produits pour des machines à laver industrielles, des machines à laver avec des produits de lavage et de rinçage. Donc, on les a impliqués dans le sens où ce sont des gens qui ont l'habitude déjà de travailler avec des produits vestigiels, sans trop savoir avec quoi ils travaillent finalement, et on avait insisté sur le critère éco-responsable des produits, pour leur demander justement leur réaction au niveau personnel, s'ils avaient des irritations, des odeurs désagréables à nous relater, mais également sur les résultats, finalement, les résultats finaux. Et là, vous êtes sur les produits lessiviels. Prochaine étape, vous allez appliquer la même démarche avec d'autres produits ? Alors, pour ce qui est des tests pour ce marché des produits lessiviels, donc ça a été, comme le disait Sophie, ça a été un marché assez technique à monter. Parce que ce sont des produits, donc là on travaille avec de la chimie, avec des normes AFNOR, avec des critères qui sont un petit peu opaques. Il faut aller un peu au-delà des explications des fiches techniques qui sont fournies par les fournisseurs pour avoir, c'est assez connu dans le milieu, pour tester, pour mettre en place un marché de produits lessiviels, il faut aller un petit peu au-delà des explications commerciales et faire une évaluation avec les critères d'efficacité et surtout le rapport efficacité et prix et dilution des produits. Alors, l'idée du coup de ce marché, c'est qu'on a effectué le sourcing auprès des industriels et des distributeurs, et on a vraiment été définir d'un point de vue technique les produits les moins impactants. Donc on a pris la décision au niveau du lavage et du rinçage de la vaisselle d'exclure totalement les produits conventionnels au profit de produits écolabels ou équivalents. Ça, c'était une exigence du cahier des charges. On a ensuite exclu toutes les substances CMR, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et certains perturbateurs endocriniens. Donc ça a été toute une phase d'analyse qui s'est faite au moment de l'accord cadre, où on a analysé toutes les fiches de données de sécurité des fournisseurs, ainsi que leurs critères, leurs réponses sur le critère de développement durable. Donc concernait les rejets dans les eaux, voilà, tous les impacts, tous les côtés impactants de leur production. Et ensuite, effectivement, on est passé sur la phase test en grandeur nature, où on a vérifié si les taux de dilution annoncés par les candidats étaient conformes à la consommation réelle au CHU, parce que qui dit produit écolabel ne peut pas dire produit moins efficace. Donc voilà, on a vraiment vérifié les deux aspects d'efficacité et de dilution. Il y a un autre point aussi pour lequel on est dans les faits assez exigeants, c'est sur le nombre de références qu'on nous propose en cuisine centrale ou dans le collectivité, dans la restauration en foyer. On peut un peu comparer ça à l'utilisation chez soi des produits lessiviels. Certaines personnes arrivent à avoir une hygiène irréprochable avec assez peu de produits. Et en revanche, on peut aussi avoir beaucoup de produits de confort, des produits désodorisants, des produits qui donnent du brillant, des choses comme ça qui sont proposées et qui ne sont pas vraiment essentielles à l'hygiène et au respect de la réglementation en matière d'hygiène agroalimentaire. Donc, on a
On a volontairement limité au strict minimum le nombre de références. Tout ça, déjà par nature, ce marché rejette moins de produits puisqu'il y en a moins en utilisation. Pour votre question, du coup, nous avons profité du lancement de ce marché pour ajouter un lot de vaisselle à usage unique. Bien souvent, donc on peut trouver des synergies fournisseurs entre les distributeurs de produits lessivels et les distributeurs de vaisselle à usage unique. Donc, on a décidé de lancer le marché conjointement avec un lot, avec de la vaisselle composée essentiellement de produits soit compostables, soit biosourcés, pour un excellent totalement plastique. Ce marché a été vraiment le bienvenu cette année, puisque dès son lancement au 1er mars, on a été confronté au Covid et donc au confinement, mais dans les hôpitaux, l'activité a continué avec la transformation principale pour nos restaurants du personnel, c'est la vente à emporter. On a développé ou mis en place la vente à emporter, donc gros consommateurs de produits à usage unique, un gobelet carton, barquette, sac, papier frappe. Donc vraiment ce marché qui est tombé à Eh ben, un grand bravo à vous, une démarche durable, mais aussi donc, sous le sceau de la sobriété. Je vois que vous avez un trophée pour deux. Qui l'emporte chez lui ce soir? Alors, parce que, on peut se passer, étant donné qu'on a fait le trophée de l'achat public durable l'an dernier sur notre marché de poissons. C'est vrai. Voilà, on va faire un partage équitable. Eh ben, c'est bravo. Bravo à vous et un grand merci. Eh bien, je vous propose désormais d'accueillir les lauréats de la catégorie achat public performant. Et dans la catégorie État, toutes nos félicitations au service d'infrastructure de la Défense, le CID, qui a mené un accord cadre national en appui de la production des établissements du CID pour tout type de marché, travaux, prestations intellectuelles, services et pour une maîtrise des coûts et des délais de construction. Un travail de standardisation par le dialogue avec les soumissionnaires. Alors, merci, bravo. Et écoutons, je vous propose maintenant Monsieur Christophe Dupas, qui est conseiller technique de la Défense, CTD, chef du département des opérations génériques au sein du Centre national de production de l'infrastructure de la Défense, et Monsieur Nicolas Gilman, ingénieur principal, chef du département des opérations génériques au sein du CNPID. Je vais y arriver. Alors, messieurs, bonjour, toutes nos félicitations. Pouvez-vous nous décrire, parce que je l'ai fait un peu de façon un peu raccourcie et concise, votre démarche, ce que vous avez fait et surtout son ampleur? Bonjour et merci au groupe Le Moniteur ainsi qu'aux membres du jury d'avoir désigné le service infrastructure de la Défense lauréat de ce trophée de la commande publique. Le service infrastructure de la Défense est le référent ministère des Armées dans le domaine de la construction, de la maintenance immobilière et de l'énergie. La loi de programmation militaire, qui s'étend de 2019 à 2025, prévoit un effort significatif en matière d'investissement. Le SID s'est ainsi engagé dans un vaste plan de transformation pour répondre à cet enjeu. C'est dans ce cadre que le Centre national de production d'infrastructures de la Défense a été créé au 1er janvier 2020 pour répondre à cette hausse importante de crédits d'investissement. Les objectifs du Centre national sont de massifier les contrats lorsque cela est possible et de standardiser les ouvrages d'infrastructure. Standardiser les ouvrages d'infrastructure, c'est apporter une réponse technique à des projets qui ont un caractère récurrent. C'est dans ce cadre que le premier dossier, qui est celui de l'hébergement, a été construit et pour lequel le commandant Gilman va vous faire la présentation qui suit. La standardisation a vocation à nous permettre à gagner en efficience, gagner en réactivité, avec des délais de conception réduits, avec des processus de construction raccourcis, mais aussi offrir aux entreprises la possibilité d'innover. Le commandant Gilman reviendra sur ce point, avec notamment les sujets de standardisation, mais aussi de performance énergétique de nos bâtiments. Merci Monsieur Dupas. Cet accord cadre d'hébergement s'inscrit au sein d'un vaste plan hébergement qui a été lancé le 17 octobre 2019 par la ministre des Armées au 3e RPIMA de Carcassonne. C'est un vaste plan car c'est un investissement financier significatif d'1 milliard d'euros sur la durée de la loi de programmation militaire qui
qui a vocation à créer ou rénover plus de 25 000 places d'hébergement. Parmi ces 25 000 places, un tiers concourt à la réalisation d'une soixantaine d'opérations de bâtiments neufs sur l'ensemble du territoire, pour un budget d'environ 370 millions d'euros. Pour répondre à cet ambitieux plan de construction de bâtiments neufs, nous avons accompagné une démarche de standardisation. Cette démarche de standardisation a conduit à la définition de 3 types d'ouvrages: des bâtiments en chambre individuelle, des bâtiments en chambre double et des bâtiments en chambre collective. Au sein de ces 3 familles, 13 bâtiments types aux capacités d'accueil et aux volumétries prédéfinies ont été élaborés. À partir de la définition de ces 13 ouvrages, s'est ensuite posée la question de l'adaptabilité, à la fois architecturale et technique. S'agissant de l'adaptabilité architecturale, différentes options de façade, toiture et de menuiserie permettent de répondre, nous l'espérons, aux futures insertions au sein de nos emprises. D'un point de vue technique, nous avons pris le parti d'allotir géographiquement cet accord cadre suivant les zones climatiques de la réglementation thermique. Et ce d'autant plus que nous avons l'objectif d'atteindre le label E3C1, le niveau E3C1 du label E+C-, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie ministérielle pour la performance environnementale. Nous avons ensuite assuré la passation de cet accord cadre, qui est un accord cadre de conception, construction, aménagement, entretien et maintenance pour une durée de 2 ans de ces 60 bâtiments. C'est un accord cadre qui est d'une durée de 4 ans. Il porte en son sein des enjeux majeurs. Tout d'abord, la standardisation, qui a vocation à inviter les entreprises à développer des modes constructifs industrialisés pour optimiser les délais de réalisation et pour une maîtrise des coûts à l'échelle de l'accord cadre. Ensuite, cet enjeu d'adaptabilité à la fois architecturale et technique. Un enjeu de durabilité avec une durée de vie souhaitée de 50 ans des bâtiments. Des enjeux de confort pour les usagers, pour une amélioration des conditions de vie de nos personnels militaires et civils. Et enfin, nous l'avons évoqué, des enjeux environnementaux avec l'atteinte du niveau E3C1 du label E+C-. Cette passation a conduit à la notification le 17 juin 2020 de 3 lots à la société, un groupement conduit par la société Bouygues Bâtiment, et le 4e lot à un groupement conduit par Secfaya. Les premiers marchés subséquents ont été notifiés récemment et nous allons prochainement démarrer les premières réalisations. Merci pour cette présentation. Merci à nouveau, nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce trophée. Je tenais enfin à remercier aussi l'ensemble des services du SID qui nous ont accompagnés dans cette démarche de standardisation, en particulier le Centre d'études techniques d'infrastructures de la Défense pour tous les volets énergétiques en particulier, mais aussi les acheteurs qui ont été mobilisés dans notre service pour pouvoir répondre à cet ambitieux programme de développement des ouvrages d'infrastructure en matière d'hébergement. Merci à vous. Alors, toujours en matière de performance de l'achat public, dans la catégorie collectivité territoriale, fonction publique territoriale, le trophée 2020 est attribué à l'Office public d'habitat de l'agglomération d'Épinal, l'OPHAE, qui a mis en place un processus d'évaluation des fournisseurs revisité, étoffé et qui intègre aussi des composantes en matière de dématérialisation. Alors partons immédiatement dans les Vosges, moi j'aime bien les Vosges, et écoutons Monsieur Régis Courroy, responsable de la relation fournisseur et des affaires juridiques à l'OPHAE. Monsieur Courroy, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous tout. Quel est votre nouveau système d'évaluation des fournisseurs? Pourquoi l'avoir mis en place? Comment ça a fonctionné? Alors tout d'abord, merci pour ce beau trophée qui nous réjouit tous à Épinal Habitat. Nous avons travaillé sur l'évaluation des fournisseurs et c'est ça qui nous a valu ce trophée national. Alors pourquoi? Nous avons considéré que en matière de marché public, bien souvent la partie exécution est mise de côté au profit de la passation. Or, l'objectif est loin d'être atteint lorsque le marché est attribué, puisque nous devons satisfaire nos locataires et bien travailler avec le fournisseur pendant la partie exécution du marché. Et nous devons
à chaque fois que nécessaire et échanger dès lors qu'il y a des situations délicates. Qui est le fournisseur dans le processus. Nous fonctionnons en mode entreprise étendue, puisque les services d'Épinal Habitat ne sont pas suffisants pour satisfaire le locataire, et le rôle du fournisseur est indispensable. Nous avons voulu développer à cette occasion une relation partenariale équilibrée. Et notre service achat en service relation fournisseur, bien marqué sur volonté. Et puis, nous avons également dématérialisé ce processus pour gagner en fluidité, en efficacité, et pour pouvoir partager l'information en interne avec nos collègues pour faciliter la conduite des contrats. Et au final, on se rend compte que cette action nous a permis de sortir largement du cadre du service achat. Maintenant, nous sommes passés d'un service achat à une fonction achat transversale avec toutes les parties prenantes, tous les services. Et nous sommes sur un dispositif orienté solution qui est très positif pour trouver des solutions à toute difficulté. Monsieur Courroy, quelle a été la réaction des fournisseurs que vous avez ainsi évolué et à quel rythme, selon quels critères vous les évaluez? Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Est-ce qu'ils comprennent votre démarche? Alors, quand nous recevons les fournisseurs une fois par an, nous leur expliquons la logique. Nous leur expliquons que nous sommes sur la même barque et nous devons ramer ensemble pour obtenir des bons résultats ensemble. Et cette présentation positive permet de faire adhérer tous les fournisseurs très, très facilement. Et nous recevons les fournisseurs à chaque fois quelques mois avant la date anniversaire du contrat pour renforcer le sens de cette rencontre. Bien, donc aucun souci, ils l'ont pas mal pris. Vous les évaluez, c'est normal. C'est ça la nouvelle commande publique? En tout cas, je l'espère parce que nous devons nous appuyer sur nos fournisseurs. Sans eux, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette logique plutôt que d'avoir uniquement une logique contractuelle d'application de pénalité qui est uniquement la solution en cas de dernier recours. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Monsieur Courroy. Toutes nos félicitations à vous, à vos équipes. Et puis, présentez-nous un beau dossier en 2021. À très bientôt et au revoir des Vosges. Merci beaucoup. Au revoir. Performance de l'achat public et dans la catégorie fonction publique et hospitalière. Un trophée est attribué et pour la deuxième fois de cette édition à Uniachat, mais cette fois-ci pour la filière consommables et équipements pour les unités de soins, le CEUS, pour la mise en œuvre d'un contrat type performance conduit sous forme de dialogue compétitif dans le domaine du réchauffement patient. Il faudra nous expliquer de quoi il s'agit. L'objectif, c'est tendre vers un achat global gouverné par des objectifs cliniques et comprenant la fourniture de matériel, de consommables et toutes prestations associées, également des formations, si je me souviens bien, avec une obligation de résultat. Un très très gros projet. Et pour nous l'expliquer, à monsieur Anthony Moreau, qui est acheteur filière consommables et équipements des unités de soins Uniachat, et madame Valérie Mermet, responsable des achats biomédicaux aux Hospices civils de Lyon. Bonjour et toutes nos félicitations. Alors racontez-nous, de quoi s'agit-il? Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, nous intervenons, je vais prendre la parole, nous intervenons pour Produire de Voix, parce que c'est un travail qui a été mené conjointement entre Uniachat et les HLM. La problématique, la thématique, effectivement, c'est le réchauffement patient, et cette problématique a été remontée par le professeur Pierre Rioux, qui est chef de service à l'hôpital Lyon-Sud, en orthopédie, et qui a fait le constat que, effectivement, les patients qui passaient par son bloc opératoire faisaient tous l'objet d'une prise en charge en termes de température des patients, et que une fois que les patients arrivaient en salle de réveil, seulement la moitié était déclarée normotherme. Normotherme, ça veut dire au-delà de 38 degrés. On réchauffe les patients, et au final, à l'issue du processus de prise en charge, on se rend compte que les patients ne sont pas réchauffés à cette température. Donc,
Pour autant, un tas d'équipements qui nous permettent de prendre en charge la température au niveau du bloc opératoire, des réchauffeurs comme vous voyez sur la photo, des réchauffeurs à air filtré, pour le son, des réchauffeurs pour les fluides, et nous achetons à travers différents marchés d'acquisition, des marchés très stagiaires, assez traditionnels, et pour acheter un peu plus ailleurs, avec les mêmes résultats d'ailleurs, puisque les résultats dont je parlais, effectivement, ils font un gros prix avec les chiffres issus de la SPAR et qui disent que grosso modo, la moitié des patients seulement arrivent en salle de réveil à une température correcte. Donc, M. Taillot est allé voir le département H ici pour demander ce qu'on pouvait faire actuellement pour améliorer la situation. Et une opportunité finalement qui a été saisie. Les équipes achat, Uniachat et aussi Civil de Lyon faisaient partie de groupes de travail dans le cadre du MEDTech, une organisation représentant l'industrie de solutions médicales au niveau européen et qui fait la promotion de procédures d'achat basées sur la valeur, donc de procédures d'achat innovantes. Donc l'opportunité a été saisie dans le cadre de la recherche d'un pilote pour mettre en œuvre ces pratiques d'achat. Et donc le défi a été de remettre au centre de notre procédure l'objectif médical et le besoin médical tel qu'il avait été exprimé par le professeur Piriou dans le cadre de ses attentes. Donc nous nous sommes rapidement mis en mode projet en intégrant un groupe de travail des équipes multidisciplinaires qui a intégré les équipes soignantes, les équipes médicales, mais également les équipes achats, ingénierie biomédicale et dispositifs médicaux au niveau des hospices civils de Lyon, mais également au niveau d'Uniachat. Et donc, c'est un plusieurs établissements, dont Bordeaux, Rennes. On a réuni tout le monde, effectivement, on a travaillé en chambre en lançant un dialogue compétitif. Comme vous savez, le dialogue compétitif, ça permet de recevoir des candidats sur la base d'une sélection avec des critères macro. Et en l'occurrence, on a co-construit quelque part une solution avec chacun des candidats pour obtenir la meilleure dans chacune des offres. Donc, on a eu évidemment plusieurs candidats. On a challengé évidemment et on a retenu finalement un attributaire sur la base du coût complet, mais aussi de son engagement à atteindre l'objectif médical et atteindre un taux de patients normothermes qui soit a priori conforme. Nous avons abouti à un contrat avec un opérateur unique qui est la société 3D pour l'ensemble du besoin, donc de la solution en termes d'équipement, en termes de consommables, mais également et surtout en termes de prestations associées. Et donc, le contrat intègre un objectif d'amélioration de pratique et une amélioration de la prise en charge patient, mais également des objectifs sur résultats et résultats cliniques, notamment en termes d'atteinte d'un taux de patient normotherme acceptable et satisfaisant pour l'équipe médicale et chirurgicale. Quoi qu'il en soit, la construction est un accord cadre à marché subséquent pour permettre aux établissements adhérents à Uniachat d'accéder également à ce marché-là, tout en ayant un contrat personnalisé et répondant strictement à leurs besoins. Et donc tout cela a été réalisé à ISOCOût, donc nous avons également respecté l'objectif de maîtrise du coût total de possession, donc de testing. Ben écoutez, toutes nos félicitations. Si je peux me permettre des mauvais jeux de mots, parce que je suis fan des jeux de mots, mais ils sont rarement bons, on veut dire qu'avant votre initiative, ça faisait un peu froid dans le dos d'arriver sous basse température. Et l'attribution de ce prix, de ces trophées, ben, ça nous fait un peu chaud au cœur. Donc l'un dans l'autre, on s'en sort bien. Merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Au revoir. Alors, en cette année très particulière, je pense que c'est pas la peine de développer plus sur en quoi elle a été particulière. Le jury a tenu à décerner un prix spécial aux hôpitaux de Marseille. Il a voulu ainsi souligner l'engagement des services achats des hôpitaux universitaires de Marseille qui ont fait face, comme beaucoup d'hôpitaux certes, mais très particulièrement à des difficultés d'approvisionnement, voire de rupture. Et la direction des achats a initié directement à l'international avec
ses partenaires institutionnels locaux. Elle a fonctionné en mode cellule de crise quotidienne, avec une gestion centralisée de la demande et de la distribution. Et l'objectif était évidemment d'obtenir une décision rapide, tout en sécurisant au maximum les achats. Pour recevoir ce prix spécial de l'édition 2020 des Trophées de la commande publique, allons à Marseille et écoutons avec plaisir Madame Jeanne de Poulpiquet, qui est directrice des achats, approvisionnement et services logistiques, je vais y arriver, à la PHM, et puis Monsieur Franck Guyot, responsable achat, pilotage et performance à la PHM. Bonjour Marseille, toutes nos félicitations. Alors, Madame de Poulpiquet, en quoi avons-nous eu raison, nous, jury des Trophées de la commande publique 2020, de vous décerner ce prix spécial? Bonjour, merci beaucoup pour cette confiance que vous nous avez témoignée. Alors, pourquoi vous avez eu raison? J'ai envie de dire que la question est compliquée et qu'y répondre aussi directement et d'autant plus compliqué. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on a travaillé sur ce projet, enfin en tout cas sur le dossier que l'on a renvoyé, on a souhaité mettre en avant un collectif. Bien évidemment, la direction des achats, approvisionnement et services logistiques a été très impliquée, mais pas qu'elle. En fait, la particularité de notre démarche, mais qui, je pense, est une démarche assez partagée dans tous les hôpitaux qui ont été confrontés à la crise du Covid comme nous, la particularité de notre démarche est qu'elle a engagé derrière elle toute une série de professionnels de santé à l'hôpital, qu'il s'agisse de cadres de santé, qu'il s'agisse de médecins de services de réanimation, de pharmaciens, de professionnels des risques sanitaires, pour pouvoir très rapidement sécuriser les approvisionnements des hôpitaux de Marseille. Et si on a l'habitude, en tant que direction achat, de travailler évidemment en lien avec les autres services de l'administration, puisque c'est l'ADN même d'une fonction achat. Ce qui a été particulièrement remarquable à Marseille, c'est la rapidité avec laquelle on a réussi à mettre en place ce collectif et l'efficacité qui a été le sien tout au long de la crise et aujourd'hui encore, puisque on sort à peine de la deuxième vague de la crise Covid. Et donc, le dispositif qu'on a mis en place en mars est toujours présent, même s'il est considérablement allégé. C'est un dispositif qui risque de perdurer, vous pensez? J'espère pas. En tout cas, perdurer sous une autre forme et pour servir d'autres projets des hôpitaux de Marseille, oui, bien sûr, parce que ça permet aussi de décloisonner les métiers à l'hôpital. Et au-delà de la gestion de crise, qui était évidemment extrêmement importante, ça a permis aux acheteurs, aux approvisionneurs, aux cadres de santé, aux médecins de réanimation notamment, de travailler ensemble et de comprendre concrètement quels étaient les besoins. Et ça, je pense qu'en termes de démarche, c'est quelque chose que l'on va évidemment continuer à suivre de très près. Alors justement, j'avais cette question pour Monsieur Guyot. Comment ont été impliqués les agents des services achats? Qu'est-ce que ça a apporté justement en termes de, de cohésion? Je présuppose peut-être votre réponse. Oui, tout à fait. Alors déjà, une grande satisfaction d'avoir gagné le prix, puisque ça a permis de mettre en avant l'élan de travail qui a été mis en place par tous les acheteurs. Une synergie assez formidable à travers les différents domaines d'achat, puisque la PHM, c'est différents domaines d'achat. On a l'informatique, de l'infra, des moyens généraux, du monde médical. Donc on a travaillé tout le monde ensemble, autant la direction des achats et les prescripteurs avec les différents hôpitaux. Donc ça a permis déjà un rapprochement en mode de crise. Il y avait eu beaucoup de stress, beaucoup de pression pour pouvoir fournir les hôpitaux en temps et en heure pour qu'ils puissent subvenir et à protéger les patients. Donc, beaucoup de stress. Tout le monde a été là du début à la fin, piloté sous la supervision de Madame Ducot-Piquet, donc qui a coordonné cet ensemble. On s'est tous retroussé les manches les uns derrière les autres. Et puis, petit à petit, on a aussi appris un nouveau métier quand on a fait des achats internationaux, une chose extrêmement nouveau. Donc, ça nous a permis d'apprendre d'autres fonctions, comment on gère ces achats internationaux, comment on gère les douanes. Donc, très intéressant intellectuellement, bien que difficile. Et puis,
par la force des choses, on a obtenu beaucoup de très bons résultats. Et à la fin, tout ce stress, finalement, et la remise de ce prix que vous nous accordez, c'est révélateur d'un bon fonctionnement au sein de la direction des achats. Et puis, un remerciement, ça fait du bien. Dans cette période de stress que tout le monde traverse, ça fait du bien d'avoir un prix tel que celui-ci. Et ça nous donne envie d'affronter ces autres vagues qui sont plus faciles, entre guillemets, à affronter. Mais voilà, ça nous conforte dans notre position et puis dans le travail qui est mené par la direction des achats. Donc, très, très valorisant et très gratifiant. Et on espère, par la suite des événements, avoir d'autres prix dans d'autres années. En tout cas, espérons-le. Eh bien, écoutez, je vous remercie au nom de tout le jury et je me permets au nom des abonnés d'achatpublic.info, toutes nos félicitations à la PHM et puis évidemment à l'ensemble des services achats dans tous les services hospitaliers. Un grand bravo et à très bientôt. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie sous une forme effectivement très particulière cette année de remise des trophées de l'édition 2020 des trophées de la commande publique. Je voudrais à nouveau remercier très sincèrement le jury. Je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble des candidats puisque nous avons eu vraiment de très très beaux dossiers cette année. Je félicite les lauréats et vous annonce que sur achatpublic.info à compter de demain vendredi, vous commencerez à pouvoir lire des articles très détaillés par notre rédaction, Aude Camus et Mathieu Logier notamment, sur les lauréats. Ça commence demain vendredi avec le prix spécial du jury des hôpitaux de Marseille. Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire que vous pouvez dès à présent commencer à préparer vos candidatures pour l'édition 2021 des trophées de la commande publique. Nous communiquerons probablement à partir de mai prochain. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.